Bien, merci beaucoup. Je remercie mes collègues, mes jeunes collègues maîtres de conférence du laboratoire, Audrey et Sydney, pour l'honneur qu'ils me font de procéder à cette conclusion. Je remercie aussi, bien sûr, les responsables du festival Ludinam, qui ont été à même de créer justement les conditions pour que la science et le jeu se côtoient. Et cette semaine, il y a eu plusieurs lieux importants. Fabrique à Sciences, la maison de l'étudiant, et la faculté de sport aujourd'hui, dans cet amphi où nous avons eu la chance d'entendre des communications. Je pense que vous avez apprécié la logistique. Le programme était dense, charpenté, les interventions de qualité, et il y a eu des échanges fructueux entre participants et avec la salle. Alors je voudrais insister sur 3 points. D'abord, c'est le regard croisé, pluridisciplinaire, puisqu'on a eu des éléments qui se référaient à la sociologie, à l'ethnographie, mais aussi à la psychologie, à la science politique, à l'histoire, bien sûr, à l'urbanisme, aux neurosciences, à la biologie moléculaire, et la liste n'est pas close. Et c'est un réel atout de pouvoir, justement, mailler ces perspectives pour tenter d'y voir un peu plus clair sur cette question délicate qui est le thème de notre rencontre. Par ailleurs, j'ai apprécié le fait qu'on essaye, dans les exposés à des degrés divers, d'associer la théorie, des éléments de réflexion critique, avec des études de cas, avec justement la dimension empirique. Il y a des va-et-vient qui sont toujours bienvenus, ce qui fait que les exposés ne sont ni abscons, ni trop plats. Et ça, c'est important, parce que le public ici est très clairsemé. Il y a des étudiants, il y a un grand public, au sens noble du terme, et puis il y a quelques universitaires ou quelques érudits, et il n'est jamais facile de trouver la bonne distance. Il me semble que, grâce au choix judicieux des intervenants, ceci a pu être réalisé. Et en même temps, il y a eu ce côté réflexif, ces approches critiques par rapport à l'objet d'étude. Ça a l'air de rien, cette thématique du zombie, mais en fait, c'est une façon d'approcher l'imaginaire, le fantastique, la transgression, l'interdit, la censure, la déviance, la contre-culture. Et également, ça nous met en phase avec l'autre, le rapport à l'altérité, le rapport au corps, le rapport à la conscience, aux identités, aux représentations, plus généralement au vivre ensemble, aux communautés et au lien social. Sans oublier qu'il y a des mythes, qu'il y a des récits, de la fiction, des intrigues, de la fascination parfois, ou la répulsion, peu importe, des sentiments, des émotions. Et vous voyez qu'on peut passer par tous les états possibles grâce justement à ces communications sur cette question. Et en même temps, ça nous interroge sur le statut de ces zombies. Est-ce que ce sont des entités définitivement infréquentables ou en partie, pourquoi pas, à même d'être intégrables? Également une interrogation sur les représentations que l'on a de ces zombies, en particulier dans le cinéma. Est-ce qu'on doit en rester à un registre négatif qui serait associé au rejet, à la dangerosité, ou alors ne doit-on pas désacraliser, parfois sous un mode humoristique, ou via la banalisation, ces entités? Et enfin, il y a une question peut-être plus de fond, ce sont les rapports aux limites, aux frontières, la dualité entre le corps et l'esprit, par exemple, entre le réel et le virtuel, ou la fiction. Et on retrouve chez les philosophes, chez Descartes, jusqu'à des auteurs contemporains, des interrogations justement sur cette dualité ou sur une perspective plus englobante, plus holiste. Alors, il vous a été proposé 8 communications. Je ne vais pas reprendre de manière linéaire ou chronologique ce qui a été dit. Simplement, je vais proposer 2 temps forts, puisqu'on peut, ça tombe bien, regrouper mathématiquement ces communications en 2 grandes parties équilibrées. La première porte sur la spécification de l'objet d'étude, soit dans ses dimensions neurobiologiques, soit, cette fois-ci, à travers le genre, et notamment le genre cinématographique, donc comment appréhender cet objet d'étude, et ensuite on verra comment d'autres communicants ont privilégié dans cette étude le fait qu'on peut analyser, décrypter, décoder un certain nombre de phénomènes sociaux anciens ou plus contemporains. Dans la première catégorie, concernant la spécification d'objets d'étude, on a tout d'abord la communication
qui nous est proposé par Fabien Perrin concernant l'aspect neurocognitif. À partir de bases cérébrales, de la perception, consciente ou non, dans des environnements qui peuvent être subliminaux, agnosiques, végétatifs, avec des cas typiques comme le sommeil, ou le coma, ou l'anesthésie, on s'interroge justement sur la manière dont on peut prendre en compte cette interrogation, puisque, nous dit-on, le zombie est une entité qui est dénuée de conscience, même si, ce qui est important, ce zombie, lorsqu'il se lie ou s'agrège à d'autres, peut faire naître une forme de conscience. Et c'est toute la réflexion sur la synchronisation étendue, multiple, qui permet justement, dans une perspective connexionniste, et non plus localisationniste, ni fonctionnaliste, d'y voir plus clair. En effet, si on prend en compte au sérieux les réseaux neuronaux, synaptiques, plastiques, on peut mieux comprendre les apprentissages à travers le prisme de l'émergence ou de l'auto-organisation. Et là, on retrouve les agents zombies à travers les réflexes corticaux qui nous permettent peut-être de mieux comprendre les processus inconscients. Et l'auteur montre que par différentes techniques, comme celle des potentiels évoqués, celle de la neuroimagerie ou celle de l'amorçage, on a affaire à des mécanismes de résonance, d'activation, d'accessibilité et finalement de rapportabilité. Avec Sidney, on approfondit sous un angle peut-être plus épistémologique la réflexion, le holisme, le dualisme, le séparatisme, l'intégration. Est-ce que les parties du corps sont indépendantes? A-t-on affaire à un jeu de Lego en particulier? Et les questions qu'il pose, les trois exemples, les mythes qu'il investit ou qu'il met en discussion, le montrent bien. La main ou le corps qui marche tout seul, la question de la tête, peut-elle penser lorsqu'elle est toute seule, pose la question justement de l'autonomisation. Si le cerveau n'est pas toujours nécessaire, loin s'en faut, pour un certain nombre de mouvements automatisés, tels les réflexes, jusqu'où s'arrêter dans cette automatisation? Et Sidney évoque, parmi des exemples, la course, différentes conduites, la danse, et pourquoi pas une activité qui lui est chère, me semble-t-il, le parcours. Également une interrogation, jusqu'où s'arrête la normalité, le corps humain normal, et la bascule vers le zombie. C'est comme entre la socialisation et on bascule vers la déviance à un moment donné. Donc on voit bien qu'il y a la question de la motricité qui est mise en évidence. Et Sébastien Cosse va approfondir la réflexion d'un point de vue biologique lorsque il montre, exemple à l'appui, qu'il existe de nombreux phénomènes naturels qui sont, il faut le dire, très impressionnants parce qu'ils sont capables de provoquer de l'agressivité, de la faim ou des mouvements post-mortem comme avec le signe de Lazare. Et la question qui est posée est évidemment très délicate, c'est la possibilité de créer artificiellement un virus zombie. Certes, techniquement, cela peut être faisable et de surcroît à un faible coût, mais restent plusieurs questions en suspens. Par exemple, quel serait le véritable potentiel de ce virus? Des épidémies sont-elles à craindre? Comment s'en défendre? Est-ce que le temps d'incubation, par exemple, peut être réduit? En tout cas, la peur est assurée et on a beaucoup d'aléas, croyez-le bien. Et le vaccin, le savon, les antiviraux, le protocole de type Milwaukee, les mesures d'isolation, c'est bien, mais sans doute faudra-t-il encore être un peu patient pour juger et jauger de ce qui pourrait se passer. Donc on a trois communications qui prennent en compte les spécificités biologiques, neuronales, par exemple, de ces entités. Mais on peut aussi, comme l'a fait Hugo Clément, s'interroger sur le genre, et en particulier dans le domaine cinématographique, associé aux zombies. Et M. Clément montre que nous avons affaire à un sous-genre de l'horreur qu'il appelle réaliste, tout simplement parce que ça s'inspire de faits divers bien réels, à travers par exemple des sentiments d'insécurité, de dangerosité ou de chaos. Et Hugo évoque des paradoxes. Pour cela, les travaux du philosophe Noël Carroll sont éloquents. Le paradoxe de l'horreur, comment peut-on éprouver du plaisir face au dégoût, face à ce qui est repoussant? Et le paradoxe de la fiction, comment être ému face à des choses ou à des êtres qui n'existent pas et qui relèvent précisément de la fiction. Et notre auteur montre bien que
en jouxtant une théorie de la pensée mouvante, une théorie coexistentialiste et une approche douglassienne du monstre, eh bien, on peut lever en partie le paradoxe et montrer qu'on a affaire à un être scientifiquement impossible, mais qui, de façon déguisée, évoque le sentiment d'une étrange familiarité ordinaire, ou pour parler comme Freud dans ses essais de psychanalyse appliquée, d'une inquiétante étrangeté. D'autant plus inquiétante qu'elle est familière et qu'elle nous concerne tous. Mais au-delà de cette réflexion, le zombie, c'est une figure moderne qui évoque le travailleur, consommateur aliéné. On retrouve l'école de Francfort, bien entendu, l'inconscient optique de la caméra qui ne fait que redoubler cette interrogation. Quelqu'un qui aurait perdu de nos jours l'exercice de sa citoyenneté. Et on voit que derrière la difformité du corps, par exemple, il y a aussi, en parallèle, la décomposition d'une totalité harmonieuse. Et c'est l'homme qui a fait, conclut M. Clément, le zombie à son image, en occultant tout ce qui est du ressort de la positivité. Et ce qui est le plus dangereux, au fond, ce n'est pas notre zombie, mais l'homme et sa condition humaine. Vous voyez, dans un premier temps, on a des points de repère intéressants, biologiques, ou en rapport avec les représentations, notamment cinématographiques. Dans un deuxième moment, à mon avis, c'est ce qui va compléter utilement ce qui a été dit avant, on va s'interroger sur ce que nous apprend justement ce type d'entité. Et le zombie est un analyseur, un décodeur, qui nous permet de décrypter différentes facettes du monde contemporain, et notamment des sociétés occidentalisées, en particulier nord-américaines. Parce que derrière ces fictions, on a une mise en scène de l'affaiblissement ou de la disparition, par exemple, de certains repères spatiaux, on songe aux frontières nationales, et en même temps on met l'accent sur des contradictions internes, que ce soit des inégalités socio-économiques, des tensions ethniques ou identitaires. Mais il aura fallu un long processus. En effet, on est passé progressivement d'un zombie exotique, tenu à distance, à quelqu'un qui est présent, et en plus dans des lieux intimes, familiers, ordinaires, de Haïti à Pittsburgh, par exemple, et on voit bien que l'altérité est intérieure, soit au niveau psychanalytique dans mon inconscient, soit socialement à travers la prise en compte des minorités, des catégories ou des groupes. Et on peut alors s'interroger sur les réactions du corps social face à cette forme d'altérité. Il y a, à notre époque, il faut le dire, des dérives, en particulier un enfermement de plus en plus permanent, qui traduit une obsession des limites physiques, les murs, en plus à vocation défensive, et derrière, ici et là-bas, derrière ces frontières, ces coupures, ces césures, on a un contexte de mondialisation, on a une remise en cause de l'État traditionnel, westphalien ou providence, peu importe le vocabulaire, et on a surtout un projet étonnant, drôle d'utopie, c'est recréer un chez-soi sûr, stable, hermétique. On retrouve l'urbanisme de la peur, les communautés fermées, mais on sait aussi qu'il y a un nouveau paradoxe, qui est le paradoxe sécuritaire, puisque les limites finissent toujours, à long terme en tout cas, par céder. Une impossible immunisation sur longue période. Et avec l'apocalypse, la ville n'est plus ce qu'elle était. C'est la fin de l'état de droit d'une certaine façon. La déliquescence de la cité, c'est tout simplement la déliquescence de son urbanité. N'oubliez jamais l'étymologie, la ville, l'urbanité, l'urbanisme, être urbain. Et on a une perte de sens, un reflux de la civilisation qui pourrait être en partie, mais en partie seulement, être comblé par la reconstitution de micro-solidarités, pour évoquer Michel Maffesoli, par exemple, à partir de tribus qui pourraient ponctuellement, momentanément, ici et là, dans leur quartier, modestement, au-delà ou au rebours du grand soir, tenter, malgré tout, de lutter contre la précarité, la déliaison, la désaffiliation, la relégation, par exemple. Avec Clémentine Hougue, on a un prolongement pour savoir si le thème qui nous intéresse est aussi intéressant sous l'angle du politique. Pourtant, on a une culture politique hollywoodienne du mainstream qui montre qu'on aurait, dans l'ensemble, plutôt affaire à une dépolitisation. Mais les œuvres qu'elle choisit d'analyser, la série télévisée Walking Dead et le roman de Brooks,
par leurs effets de réalité, montrent qu'il faut prendre au sérieux le laboratoire du politique. Parce qu'il y a, derrière la figure du zombie, des pulsions de destruction, d'une sorte de grand soir existentiel, de la tabula rasa. Les tensions sont exacerbées, et on voit l'inhumanité de l'humanité, sa monstruosité. Et on voit bien que derrière les scénarios qui s'esquissent, derrière le post-apocalypse, il y a déjà en germe une expérimentation des rapports de pouvoir, d'un futur idéal démocratique, qui est pourtant menacé par la démagogie, par la tyrannie des majorités. Et le zombie nous rappelle toujours que nous sommes fragiles, toujours en suspens, borderline, nous-mêmes. Ça renvoie au côté obscur de notre âme. Et ça fait valoir que nous ne sommes pas à l'abri de résurgences totalitaires, ni de tentations xénophobes ou nationalistes, peu importe le vocabulaire. Et on voit que derrière les scénarios géopolitiques, il y a, pour paraphraser Ernst Jonas, une heuristique de la peur, l'heuristique de la peur. Comment s'organiser avec les zombies? Alors, selon les préférences, dans les typologies, par rapport à l'état de nature, on pourra se diriger vers une autocratie, vers une tyrannie bienveillante, Friendly Fascism. Il y a un livre qui porte ce titre, Friendly Fascism, ou vers des hordes, par exemple, ou des tribus, mais dans un sens beaucoup plus plastique, beaucoup plus délié. Mais les représentations ont toujours leur importance, et Adrienne Boutan l'a bien montré lorsqu'elle évoque l'archéologie du corps zombie. On sait que dans une première partie dite archaïque, on avait affaire à des figures inquiétantes, avec des caractéristiques spécifiques, des yeux éteints, un air absent, par exemple, un regard vide, sous la forme d'un modèle qui est celui du somnambulisme, de la possession, de l'hypnose ou du marionnettiste, avec une gestualité extatique. Et le cinéma expressionniste allemand des années 20 illustre bien cette perspective. Mais dans les années 60, la corporéité fait son apparition ou son retour, la matérialisation également, et on voit ici un corps qui devient trivialisé, maladroit, qui manque de coordination, qui est difforme, voire grotesque, avec des déferlements gore, le dégoût, la saleté, la débilité, et on s'autorise, heureusement, à travers la parodie, la dérision, le burlesque, le comique, à faire des détournements, et on parle du handicap, on parle des disgrâces, mais avec une autre approche que celle des technocrates ou des experts qui sont chargés de proposer des dispositifs habituels et qui le font sans l'épaisseur, si l'on peut dire, du ressenti des individus. Et le mérite, justement, de l'émergence de ces figures du zombie New Look, pourrait-on dire, c'est justement de montrer que la matérialité parle d'elle-même, sans avoir un recours par des gens qui prétendent parler à la place des autres. Et enfin, Laurent Di Filippo montre bien comment le zombie est bien sûr une figure classique d'un jeu de rôle sur table, mais que là aussi il y a des évolutions, tout en conservant des permanences. Et en étudiant les différentes éditions de Donjons et Dragons, après Chainmail, qui était précurseur en ce domaine, on a une évolution très sensible. En effet, dans la version originale de 1974, c'est le monstre sans esprit ni intelligence, la catégorie des morts vivants, à côté par exemple des ghouls ou des tertres. Et par la suite, on va avoir une version qui va zombifier la problématique, qui sera même adaptée aux jeux vidéo, avec une très grande plasticité. Et à la fin de son exposé, M. Di Filippo a montré qu'il y avait l'apparition, par exemple, de branches, de sous-branches, l'importance prise par la taille, de nouvelles règles de création. Mais on voit aussi qu'il y a des permanences dans les structures ludiques, par exemple les oppositions foi, religieuse mort ou bien mal. Donc on se situe très classiquement entre le syncrétisme et l'homogénéisation, entre les permanences et les changements. Bref, on a une très grande adaptabilité. A-t-on rempli le contrat qui a été fixé, c'est-à-dire à travers 8 communications, être à même de relever le défi de la compréhension, ou de, je dirais plus modestement, de l'appréhension du phénomène zombie. Comprendre, c'est déjà un mot qui place la barre très haut. Déjà, si on pouvait appréhender ce qui est par nature fuyant, fugace, dans l'entre-deux, ce serait bien. Je crois, comme vous, après avoir écouté non-stop ces 8 communications, être en mesure de dire que le pari est réussi. Mais il y a toujours, dans un bon colloque, des points aveugles,
des zones d'ombre, c'est-à-dire une invitation à envisager une deuxième édition l'année prochaine, si le cœur vous en dit. Par exemple, approfondir le croisement des regards. J'ai cité beaucoup de disciplines, mais le côté socio-anthropologique est en filigrane. Et peut-être que Audrey, par exemple, ou d'autres, pourraient être invités à aller un petit peu plus loin. De la même façon, on a employé des champs d'investigation, plutôt on a mis en évidence des champs d'investigation complexes autour de l'imaginaire, de l'altérité, comme si on savait ce que c'était que l'imaginaire, ou la fiction, l'altérité. Il y a toute une réflexion importante qu'il faudrait sans doute approfondir. Et puis, ça a été évoqué par quelques-uns d'entre vous, c'est la problématique de la réception, notamment du côté des joueurs, le public, l'évolution de ce public, les caractéristiques de ce public, les stratégies des amateurs du genre, ce qu'ils prônent, comment ils brodent, tout en n'étant pas forcément toujours fidèles à la vocation, par exemple, de ceux qui mettent en avant ces règles. Bref, on a, à travers l'oxymore mort-vivant, une énigme lancinante. C'est une thématique qui donne à penser, mais déjà, des pistes de recherche innovantes, stimulantes, ont été mises sur la table. Je pense qu'il y a honnêtement matière, vu la qualité des interventions, à ce qu'il y ait des actes, une publication, mais ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la volonté des uns et des autres, et ça dépend aussi d'un financement. Donc, avis aux amateurs, si vous connaissez des sponsors, si vous avez des amis intéressés, il y en a, par cette noble interrogation, demandez-leur. Donc, un grand merci à l'UDINAM, d'abord, bien sûr aux collègues du C3S qui, depuis leur premier café ensemble, ont depuis de longs mois travaillé dur. De temps en temps, je manquerai des progrès, mais je les ai vus confiants, sereins, et je pense qu'ils ont eu tout à fait raison. Bravo pour ce que vous avez fait. Également l'UPFR Sport pour la logistique, pour la cellule vidéo. Vous savez, il y a des caméras, il y a tout ce qu'il faut. Il y en a même un photographe officiel qui était là. C'est vous dire s'ils ont pris les choses très au sérieux. Et nous en sommes très heureux. Donc, bonne continuation à vous. Je pense que ce soir, il y aura quelques agapes, peut-être. Vers 23h, un peu plus tard même, mais pas plus. Je ne sais ce qui se passera, mais moi, je ne serai plus là. Donc, en tout cas, bonne chance à vous. Merci et félicitations.